Et donc, on va commencer, comme vous avez entendu, je vous signale tout au début que notre rencontre est enregistrée. Je vous dis bonjour, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Et j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Je rappelle que notre sujet général de cette année, c'est la sécurité comme un concept à la croisée des époques et des disciplines. Et dans ce cadre-là, nous aborderons aujourd'hui l'aspect juridique de cette problématique avec la présentation de Katarzyna Kubój, intitulé L'état d'urgence dans la pratique constitutionnelle polonaise et française. Madame Katarzyna Kubój est chercheuse au département de droit constitutionnel et d'études européennes de l'Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences. Elle a notamment participé au projet de recherche international qui s'appelle Forum international sur la Constitution et les institutions politiques à l'Université de Lille. Et vos champs de recherche concernent entre autres les institutions de droit constitutionnel polonais, le droit parlementaire et le droit constitutionnel français. Et après la présentation, j'invite tous à participer au débat. Les participants sur Zoom peuvent bien évidemment prendre la parole, mais aussi inscrire leurs questions sur le chat. Encore une fois, nous sommes heureux d'avoir vous parmi nous ce soir. Et sans tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter ce sujet. Pardonnez-moi certaines fautes linguistiques. Je ne suis pas romaniste, je suis juriste. J'utilise la langue que j'aime beaucoup, qui me permet vraiment d'approfondir les recherches sur le droit français. C'est vraiment dans le cadre de mes recherches, le droit français, la Constitution française. Donc, comme cela est clair, je suis juriste. Donc, je ne vais pas vous entrer dans les détails juridiques. Je voudrais vous présenter ce sujet des états d'urgence parce que cela me paraît très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les droits français prévoient des règles constitutionnelles et légales qui sous-tendent différents types d'états d'urgence, d'états d'exception. D'autre part, les conditions de mise en œuvre de ces réglementations se sont produites à plusieurs reprises sous la Ve République, donc des circonstances particulières justifiant l'application des mesures juridiques exceptionnelles se sont également produites ces dernières années. Il s'agit donc d'un sujet d'actualité. Et en Pologne, on connaît aussi des réglementations. On a des règles constitutionnelles, on va en parler, et des règles législatives sur l'état d'urgence, mais c'est vraiment la pratique qui est beaucoup plus modeste en Pologne. Donc, on peut comparer ces deux systèmes et ça me paraît intéressant. Troisièmement, ce qui est aussi très important, c'est l'instauration, la prolongation de l'état d'urgence et la manière dont des autorités publiques exercent leurs pouvoirs spéciaux pendant cette période soulève des questions et des préoccupations non négligeables. Certaines concernent la légitimité des mesures prises par les autorités et dans ce contexte, les droits et les libertés fondamentaux des citoyens. D'autres portent sur le déséquilibre des institutions.
Et donc, je voudrais commencer par la définition de l'état d'urgence. Ce sont des circonstances particulières qui obligent parfois les autorités publiques à recourir à des mesures juridiques destinées à combattre les menaces les plus graves. Ces mesures se distinguent par plusieurs caractéristiques importantes. Elles sont difficilement acceptables dans une situation normale. Elles empiètent sur les droits et les libertés de l'homme et des citoyens. Et elles conduisent à un déplacement de compétences des autorités de l'État avec l'octroi éventuel de pouvoirs spéciaux, notamment à l'exécutif. Le recours à ces instruments ne justifie qu'en raison de circonstances inhabituelles et dangereuses pour l'ordre public. Et je voudrais donc présenter cette question, ces problèmes de l'état d'urgence, commencer par les bases juridiques, légales, après présenter en bref la pratique constitutionnelle en France et en Pologne. Pour conclure, présenter des questions importantes, des questions qui nous montrent des risques et des menaces pour la démocratie et pour les droits fondamentaux, les libertés, les droits et libertés de l'homme et des citoyens. Pour commencer, comme j'ai déjà dit, en France, comme en Pologne, on verra, la Constitution prévoit des réglementations, des articles qui sont consacrés aux états d'urgence. Ce sont de différents types d'états d'urgence, donc des circonstances qui justifient les moyens inhabituels pour les autorités publiques, dans certains cas. Donc, c'est le premier parmi les articles consacrés aux états d'urgence, c'est l'article 16 de la Constitution française de 1958, c'est-à-dire la Constitution de la Ve République. C'est l'article qui donne vraiment des compétences très, très importantes au président de la République. Comme vous savez, je pense que le système juridique, le système politique en France prévoit les pouvoirs significatifs au président, pour le président. Donc, le président, c'est vraiment l'institution parmi les plus importantes en France. Et l'article 16 donne les pouvoirs au président, les pouvoirs extraordinaires dans des cas exceptionnels, conduisant à un véritable état d'urgence. Et ce qui est important, ce sont des cas très concrets, c'est-à-dire lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Le président prend des mesures exigées par les circonstances. Après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, c'est-à-dire des assemblées du Parlement, ainsi que du Conseil constitutionnel. Ce qui est important, le président est libre, c'est-à-dire ses opinions, ce ne sont que des opinions consultatives. Donc, le président est très autonome pour la proclamation de cet état d'urgence. On va revenir après en présentant la pratique. L'article 36 dit de l'état de siège, l'état de siège qui est notre type de l'état d'exception,
C'est le cas où l'intégrité du pays est en danger éminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Donc, c'est un autre type d'état d'urgence qui est défini comme l'état de siège. Et le troisième type d'état d'urgence en France, c'est l'état d'urgence qui est prévu par la loi. Ce qui est très important, la loi de 1955 relative à l'état d'urgence. C'est la loi qui a été votée avant, sous la 4e République, c'est-à-dire sur la base de l'ancienne Constitution, et très important parce que c'était la période de la guerre en Algérie. Donc, c'est la loi qui était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de règles, de bases législatives. Donc, le Parlement a décidé, les pouvoirs ont décidé de voter la loi qui a permis de proclamer l'état d'urgence pendant la guerre en Algérie. Et les autres lois et législations qui est aussi très important pour l'état d'exception dans les pays, c'est aussi la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. On va parler sur ce sujet, qui a modifié le Code de la santé publique, mais aussi, il y a des codes, il y a le Code de la sécurité intérieure, le Code de la santé publique, la loi de 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et la loi de 2021 pour une sécurité globale. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les différents niveaux de la législation, c'est-à-dire des niveaux constitutionnels et les niveaux législatifs, qui n'est pas qui est important. Et je voudrais aussi ajouter que la loi de 1955 relative à l'état d'urgence, donc elle est assez ancienne, mais malgré des propositions de maintenir les règles, les principes de l'état d'urgence proclamés dans cette loi, de maintenir dans la Constitution, il n'y avait pas de volonté parmi les pouvoirs publics pour constitutionnaliser l'état d'urgence. Donc, même en 2008, où il y avait vraiment la grande révision de la Constitution, ces sujets restaient sans la réponse. Et conformément aux hypothèses de base concernant l'état d'urgence, la loi prévoit la possibilité, dans des cas justifiés, d'étendre spécifiquement les pouvoirs des autorités administratives, surtout administratives, afin qu'elles puissent prendre des mesures appropriées pour contrer les phénomènes indésirables. Et ces circonstances qui justifient l'imposition de l'état d'urgence, qui sont prévues par la loi, c'est en cas de danger imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, ou lorsque se produisent des événements qui, par leur nature et leur gravité, ont le caractère de catastrophe naturelle, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Donc, ce sont des cas, des circonstances qui justifient la proclamation d'état d'urgence.
En ce qui concerne la Pologne, c'est la Constitution de 1997 a prévu titre 11, a consacré titre 11 en mesure d'exception. Et on a donc la base constitutionnelle très importante pour les états d'urgence. Donc, la Constitution prévoit l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de calamité. Ce sont ces types de l'état d'urgence prévus par la Constitution. Les articles suivants précisent l'état de siège est prévu en cas de menace extérieure de l'État, d'agression armée contre la République de Pologne ou lorsque le traité engage à une défense commune contre une agression. L'état d'urgence, si le régime constitutionnel de l'État, la sécurité des citoyens ou l'ordre public sont menacés. Et l'état de calamité, en vue de prévenir les conséquences des catastrophes naturelles ou des accidents technologiques ayant le caractère de calamité et en vue de les supprimer. Donc, la Constitution prévoit des circonstances, prévoit aussi de la procédure de proclamation, c'est-à-dire des compétences de certains pouvoirs publics, c'est surtout le président et le Conseil des ministres, ou le président, après l'opinion du Conseil des ministres, ou soit le Conseil des ministres, comme pour l'état de calamité. Pardon? J'ai juste une question. Oui. L'état de calamité, c'est stan nadzwyczajny en polonais? Non, non, non. En polonais, l'état de siège, stan wojenny, Aha. l'état d'urgence, stan wyjątkowy, et l'état de calamité, stan klęski żywiołowej. Ah, merci. Donc, ce sont des trois types. Et cet article 228 prévoit les principes généraux pour les principes comme par exemple l'alinéa 6 que la Constitution, les lois régissant les élections au Sejm, au Sénat, dans les collectivités territoriales, la loi sur l'élection du président de la République, ainsi que les lois portant sur les mesures d'exception ne peuvent être modifiées pendant la période d'application de ces mesures. Et l'alinéa 7, ce qui est important parce qu'on va revenir sur cette question-là, la législature du Sejm ne peut être abrégée, le référendum national, l'élection du Sejm au Sénat et dans les collectivités territoriales, ainsi que les élections présidentielles ne peuvent être organisées pendant les périodes d'application des mesures d'exception, etc. Donc ça, ce sont des principes généraux qui présentent la vague, l'importance de cet état d'urgence et de cette vraiment circonstances exceptionnelles. À côté, vous voyez l'article 116, c'est l'état de guerre, alors stan wojny. Donc, il y a la différence entre l'état de guerre et l'état de siège. Donc, l'état de guerre, ce sont des circonstances liées à la guerre, la vraie guerre du pays. Par contre, l'état de siège, ce sont des menaces extérieures d'agression qui est dangereux pour le fonctionnement de l'État. Mais ce n'est pas la guerre au sens strict. Donc, ce que nous appelons des mesures d'exception ou des états d'urgence, ce sont ces types d'états prévus par l'article 228 alinéa 1 et après précisés dans les articles suivants de la Constitution. Et chaque état d'exception se traduit, comme en France, comme dans tous les pays,
par une modification des principes de fonctionnement des institutions, des organes de l'État et des restrictions de liberté et des droits des individus. Et on peut aussi ajouter que la volonté de détailler des articles concernant l'état d'urgence découle directement de l'expérience difficile de l'état de siège introduit en Pologne en 1981 par les autorités communistes en décembre, comme je l'ai déjà dit, le 13 décembre 1981. Donc, dans le pays après la transition, et après le changement des régimes, socialisme, communisme, dans des pays de ce qu'on peut appeler aussi le pays de la nouvelle démocratie, donc il y avait la tendance de régler des principes et de détailler de législation concernant des états d'urgence, parce que c'est vraiment, on peut dire, l'héritage de l'ancien système. Donc, c'est pourquoi, d'un côté, on a la législation assez concrète et de l'autre côté, la pratique très modeste. Donc, vous verrez que ça, c'est la spécificité polonaise, je pense, assez intéressant. Et la législation, les règles des lois prévoient des détails, prévoient des détails pour tous les états d'urgence. Donc, on a la loi sur l'état de calamité, l'état d'urgence, l'état de siège. Donc, on peut trouver dans ces lois toutes les questions importantes. Mais on a aussi les autres lois sur la gestion des crises, sur mesures antiterroristes, sur la prévention et le contrôle des infections et des maladies transmissibles chez l'homme, et aussi la loi sur les solutions spéciales pour prévenir, contrecarrer et combattre le Covid. Normalement, si on parle des états d'urgence, on ne parle pas de Covid ou de situation sanitaire. Normalement, c'est pas la question. Mais depuis quelques années, c'est vraiment c'est le sujet d'actualité. Donc, on a vu dans presque tous les pays des problèmes, et pas seulement les problèmes de la santé, mais c'était vraiment aussi les grands problèmes juridiques pour l'organisation du fonctionnement de l'État dans des cas très spéciaux, inhabituels, dangereux pour la santé. Donc, il y a vraiment dans, je pense, la majorité des pays, il y a la législation consacrée explicitement aux états d'urgence sanitaire. Et nous voyons exemple de réglementation des pouvoirs des autorités de l'État et limite des droits de l'homme pendant l'état d'urgence. Ça, c'est pas une liste exhaustive, ce sont vraiment des exemples, mais assez caractéristiques pour la législation des États. Ce sont des exemples des lois françaises et polonaises. Donc, vous voyez des limites de restrictions à la circulation, établissement des zones de protection, de sécurité ou le séjour des personnes réglementées, l'interdiction de séjourner dans une zone à l'encontre des personnes représentant une menace, l'indication de lieu de séjour, voire possibilité d'assignation à résidence pour les personnes présentant un réel danger, fermeture de lieux d'intérêt public, interdiction de cérémonies de manifester
perquisition administrative sans mandat, l'obligation de porter sur soi sa carte d'identité ou tout autre document d'identification, contrôle de la correspondance, censure préventive des médias, suspension de l'exploitation des transports publics, restriction temporaire de certaines activités économiques, rationnement des biens de consommation, etc., etc. Donc, dans des lois, nous trouvons des différentes limites et des compétences pour les autorités de l'État qui ne sont pas acceptables dans l'État, on peut dire, entre guillemets, normal. Si on regarde la pratique, donc vous voyez, entre 1955 jusqu'en 2020, on a des exemples des états d'urgence. Donc, c'est le point rouge. Donc, vous voyez, il y a des cas assez nombreux des états d'urgence en France. Par contre, la pratique en Pologne, comme j'ai déjà signalé, est très modeste. Donc, on n'a qu'un seul état d'urgence assez récent en 2021 à l'est en Pologne, près de la frontière. Et ce qui est caractéristique pour la France, pour la Pologne, pour les autres pays, c'est le COVID-19 qui a donné vraiment la nécessité de proclamer l'état d'urgence sanitaire. On verra. Donc, en commençant par en France, en Algérie. La guerre en Algérie, qui a duré quelques années, a donné pas la possibilité, a donné vraiment la nécessité, c'était nécessaire de régler la vie en France, en Algérie. Donc, l'état d'urgence en Algérie a été proclamé en 1955 et en France métropolitaine en avril-mai 58. Mais cette période était aussi vraiment riche en ce qui concerne des moyens et des moyens d'exception, des mesures d'exception, parce que en 1961, le général de Gaulle, le président de Gaulle, aussi a profité de ses compétences et de l'article 16 de la Constitution. C'était vraiment l'année très difficile. La situation dans le pays était très difficile et dangereuse. Donc, de Gaulle a profité de ses pouvoirs extraordinaires il les a utilisés entre avril et septembre. La Constitution prévoit la durée, la possibilité de prolonger cet état d'urgence, mais c'est la période assez limitée, donc ça ne peut durer que quelques mois. Donc, de Gaulle a profité de la possibilité de proclamer aussi l'état d'urgence. Donc, il a profité des pouvoirs extraordinaires en vertu de l'article 16, mais en plus, il a proclamé aussi l'état d'urgence. Et cet état d'urgence a été prolongé à plusieurs reprises. Donc, dans cette période, il a duré jusqu'en mai 1963. Ce n'était pas évident, cette prolongation, ce n'était pas
très clair par rapport à la base juridique. Donc, en 1969, le Conseil d'État a déclaré que l'état d'urgence avait duré jusqu'en octobre 62. Donc, c'était sous le contrôle juridique. Après, on a quelques exemples des états d'urgence en Nouvelle-Calédonie. C'était le problème intérieur de cette collectivité d'outre-mer. Je ne sais pas exactement collectivité ou territoire, hein, la Nouvelle-Calédonie. Ça a changé, enfin, donc à l'époque, c'était les territoires, je crois. C'est devenu les collectivités après, mais à l'époque, c'était les territoires. Oui, voilà. C'est les tomes. Et après, un autre cas, ce sont des troubles sociaux dans les rues de ville et banlieues françaises en 2005-2006 qui ont donné, qui ont poussé le gouvernement de proclamer l'état d'urgence. Et après, ce sont les attentats terroristes. Je pense que peut-être vous vous souvenez, il y avait certains cas très dangereux en France. Donc, cela a commencé en janvier par l'attentat de la rédaction, on dit la rédaction, oui, de Charlie Hebdo, de journal. Donc, où, si je ne me trompe pas, 13 personnes de la rédaction ont été tuées par les terroristes. Et après, la même année, c'était le club Bataclan, l'attentat terroriste dans ce club pendant le concert, aussi dans le Stade de France. Donc, cela justifie la proclamation de l'état d'urgence qui a duré de novembre 2015 jusqu'en novembre 2017. Donc, 2 ans. C'était la période très armée en France, à Paris, ou surtout à Paris ou dans d'autres villes. Donc, pour sortir de cet état d'urgence, en octobre 2017, le Parlement a voté la loi renforçant la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme. Donc, c'était même la condition pour sortir de l'état d'urgence. D'un côté des pouvoirs publics, cette loi était vraiment très importante pour pouvoir sortir de l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que pendant l'état d'urgence, comme j'ai déjà dit, ce sont les moyens qui peuvent être utilisés par les pouvoirs publics. Ce sont des moyens extraordinaires. Donc, l'armée, les autres pouvoirs extraordinaires. Et la loi qui a renforcé la sécurité publique, surtout la lutte contre le terrorisme, a prévu des moyens qui rassemblent les moyens prévus par la législation sur l'état d'urgence. Donc, on a les cas où il n'y a plus l'état d'urgence, mais il y a l'état qui est qui rassemble, qui prévoit les moyens, qui rassemble les moyens prévus pour l'état d'urgence. On va revenir sur cette question. Et en Pologne, la pratique est complètement différente. On a un seul cas, c'est la crise La crise. La crise frontalière entre la Pologne et le Bélarus, ça, je crois
qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. Tout le monde peut-être se souvient de ce cas en 2021. C'est les problèmes près de la frontière provoqués par Loukachenko, le président de la Biélorussie, du Biélarus. Donc, le mouvement d'immigrants et le gouvernement a décidé de proclamer l'état d'urgence dans certaines collectivités territoriales. Vous voyez dans la carte, ce sont des terrains rouges. Donc, et ça, ce qui est assez surprenant, cette proclamation dans cette pratique très modeste, et même dans le contexte où pendant le Covid, au début du Covid, où il y avait des circonstances justifiant la proclamation de l'état de calamité, le gouvernement n'a pas décidé de proclamer l'état de calamité. Par contre, en automne 2021, il a décidé de proclamer l'état d'urgence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est règlement présidentiel imposant l'état d'urgence est entré en vigueur le même jour de son annonce. Il a déclaré de manière très générale, sans justification détaillée, qu'il existe une menace spécifique pour la sécurité des citoyens et l'ordre public liée à la situation actuelle à la frontière entre la République de Pologne et la République de Biélarus. Et dans un message verbal, le Premier ministre souligne également que le 10 septembre, les manœuvres militaires russo-biélorusses Zapad 2021 ont commencé près des frontières avec la Pologne et les États baltes et que cela nécessite le renforcement de la sécurité aux frontières. Donc, c'était la justification du côté du gouvernement qui n'était pas très bien compris par le peuple, par les habitants de cette région, et qui était, des points de vue juridiques, assez bizarre, on peut dire. Et les autres cas qui sont assez intéressants pour traiter ces sujets de l'état d'urgence, c'est la période de Covid. Et ce qui est caractéristique pour la France et pour la Pologne, c'est qu'en France, l'état d'urgence sanitaire a été réglé dans les lois, et notre cas de l'État. Et en Pologne aussi, c'était l'état de l'épidémie. Donc, dans ces deux pays, qu'on observe aujourd'hui, ce sont des bases légales, pas constitutionnelles, qui ont justifié des cas d'exception, des mesures d'exception, ce qui n'est pas très dangereux, des bases légales, pas constitutionnelles. Mais ce qui est intéressant, en Pologne, on a pu profiter des règles constitutionnelles, c'est-à-dire de l'état de calamité, parce qu'il définit vraiment la situation qui était pendant le Covid. En France, par contre, on parle de la multiplication des bases législatives, de la multiplication des cas de l'état d'urgence. Donc, en France, ils ont voté la loi qui a introduit dans le code de la santé publique des règles
sur l'état l'état sanitaire. Donc, ces lois ont prévu la répartition de compétences entre les autorités centrales, le Premier ministre, le ministre de la Santé, et les autorités locales, et les a dotés de mesures pour lutter efficacement contre les menaces sanitaires, concernant, entre autres, les restrictions de circulation, les lieux de résidence, les restrictions, les protections dans les lieux publics. Ce que je pense que nous nous souvenons très bien. Donc, en France, c'était l'état d'urgence sanitaire dans un autre type de l'état et des mesures exceptionnelles ou des restrictions sur la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, des réunions. Et c'était les mêmes restrictions dans tous les pays qui ont vécu pendant Covid. Donc, en Pologne, en Europe, ce qui était vraiment justifié, nécessaire. Et donc, l'état d'urgence sanitaire a duré entre mars 2020 et juillet 2022. C'était le couvre-feu aussi, donc beaucoup de restrictions. Et l'état de l'épidémie en Pologne, c'est presque la même période qui était basée sur les lois sur les solutions spéciales pour prévenir, contrecarrer et combattre le Covid, d'autres maladies infectieuses et les situations de crise causées par celles-ci. Et aussi la loi de 2008, parce que la loi de 2020 a vraiment comment dire, c'est pas une loi, a complété la législation de 2008 sur la prévention et le contrôle des infections et des maladies. Et nous, je pense que nous nous souvenons tous les problèmes avec le fonctionnement de l'État, des institutions, c'était les élections. Dans beaucoup de pays, on a eu les problèmes avec les élections en Pologne, en France, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, oui, mais on peut aller plus loin. En France, c'était le problème avec les élections municipales, parce que le premier scrutin était le 15 mars, le deuxième qui était prévu deux semaines après. Et le président Macron a changé la date pour le 28 juin, ce qui n'était pas très clair par rapport à la Constitution. Constitutionnellement, ce n'était pas très évident. Donc, après, il y avait le débat entre les constitutionnalistes, s'il a eu la compétence de changer la date ou non, ou il fallait le faire différemment. En Pologne, on a eu, vous vous souvenez, certainement les problèmes avec les élections présidentielles et des questions, les élections prévues pour le 10 mai, et après un désordre complet en ce qui concerne la date, mais pas seulement la date, la façon aussi, les méthodes. Donc, la proposition de voter par correspondance, c'était un échec complet en ce qui concerne des règles constitutionnelles. Ce n'est pas possible de changer des lois juste avant les élections. Donc, beaucoup de problèmes. De problèmes par rapport à le fonctionnement des institutions publiques. Et quels problèmes sont évidents en ce qui concerne les états d'urgence et
pour la démocratie, pour le fonctionnement des institutions et pour les États de l'Europe. Donc, des dilemmes, des questions, des doutes, ce qui caractérise tous les états d'urgence, ce n'est pas tant la question de la nécessité de leur instauration, car la plupart des circonstances semblent avoir justifié des mesures particulières, des réactions des pouvoirs publics, que celle de la légitimité de leur prolongation ou la légitimité de proclamation, parfois aussi, comme en Pologne par exemple. Ces questions se sont posées de 1961 en France, lorsque le président de Gaulle a exercé l'état d'urgence pendant 5 mois, alors même que la révolte des généraux, à l'origine de l'application de l'article 16, avait été réprimée en quelques jours. Les actes pris par le président pour prolonger l'état d'urgence, qui a duré pendant cette période, sont également discutables. L'état d'urgence décrété en 2015, après une série d'attaques terroristes dangereuses, a duré jusqu'en 2017. S'il ne faisait aucun doute au départ que l'État devait agir en recourant à des méthodes exceptionnelles, un tel état ne peut durer lorsque la véritable menace est en train de disparaître. Et comme on le voit, ce n'est pas tant la gestion que la prolongation de l'état d'urgence au-delà des temps nécessaires à la stabilisation des situations qui fait courir le risque d'une concentration excessive des pouvoirs par l'exécutif, donc d'un déséquilibre institutionnel et d'une réduction des menaces, des mécanismes de contrôle. Cela a été très évident en 1961, lorsque De Gaulle a essentiellement privé le Parlement de sa capacité d'action. En revanche, l'état d'urgence instauré en 2015, adéquat pour prévenir une crise causée par des attentats terroristes, a fait de l'administration publique et des services de police les bénéficiaires. Une menace importante à laquelle nous sommes confrontés en raison de l'imposition de l'état d'urgence concerne la réalisation des droits et des libertés fondamentaux. Les principaux commentaires portent sur la nature discrétionnaire des mesures prises et la prolongation sous-mentionnée de la durée qui, en 2017, a même été évaluée comme un état d'urgence permanent. Cela a été souligné par un certain nombre d'acteurs, les médiateurs de la République, le Conseil constitutionnel ou des organismes non gouvernementaux, nationaux et internationaux, même Amnesty International, dans son rapport, a notamment souligné la disproportion dans la restriction du droit de circulation et du droit à la vie privée. Et ces exemples démontrent la difficulté de passer d'un état d'urgence à un état dit de normalité et l'effacement de frontières entre ces périodes, même si les circonstances factuelles et même les fondements juridiques ont cessé. L'adoption en 2017 de lois renforçant la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme est à cet égard révélatrice, qui bien qu'essentiellement orientée vers l'action préventive et la lutte contre d'éventuelles attaques terroristes, fait appel à l'instrumentarium des mesures caractéristiques de l'état d'urgence, comme j'ai déjà dit. Il convient de mentionner que la fin de l'état d'urgence était conditionnée à son entrée en vigueur. Et on ne peut s'empêcher de penser qu'il est tout à fait approprié que les autorités aient du mal à se défaire de leurs pouvoirs spéciaux. Et cela soulève des dangers d'un état d'urgence permanent, un état d'urgence de facto, alors que de jure, il ne serait plus en vigueur.
cela montre la difficulté de trouver un équilibre, la proportionnalité des moyens utilisés pour atteindre certains objectifs. Et de l'autre côté, comme en Pologne en 2020, parfois pour des raisons politiques, les autorités publiques ne veulent pas proclamer l'état d'urgence malgré les circonstances qui le justifient. Ce qui prouve une vraie difficulté à trouver un équilibre entre la nécessité d'un cas et les moyens. Donc, nous voyons de différents problèmes. D'un côté, les problèmes comme en France, d'utilisation des moyens ou de prolongation de l'état d'urgence, de moyens qui sont graves pour le fonctionnement des institutions, mais aussi pour les droits et libertés fondamentaux. Et de l'autre côté, nous voyons la justification purement politique, parce que c'est pas vraiment surprenant. Ce que je veux dire que en 2020, l'état de calamité provoquerait la prolongation ou le changement de la date des élections présidentielles. Donc, il y avait vraiment la tendance de ne pas proclamer l'état de calamité, qui a donné des moyens pour l'exécutif pour gérer cette situation. Et de l'autre côté, en 2021, on n'est pas sûr si vraiment le cas près de la frontière a justifié la nécessité de proclamer l'état d'urgence. Donc, on a l'autre côté, parce que l'état d'urgence n'a pas à limiter l'accès aux informations publiques, à limiter l'accès aux journalistes ou même aux institutions, parce que l'ombudsman, c'est-à-dire l'ombudsman polonais, a pu aller et voir ce qui se passe à la frontière, mais sous la condition qu'il n'avait pas présenté le point de vue des relations, ce qui s'est passé là-bas. Donc, vous voyez, ce sont des questions et trouver un équilibre entre la nécessité et les droits, c'est vraiment très, très, très difficile. En France, en Pologne, mais en France, c'était vraiment très souvent très évident la volonté de sortir de l'état d'urgence. Donc, des manifestations, on a pu les observer pendant l'état d'urgence sanitaire, mais aussi en 2017, où les gens vraiment disaient très souvent, se plaignaient qu'ils vivaient dans une période de l'état d'urgence permanent. Et donc, ce sont toujours ces questions qui reviennent, la démocratie, les droits fondamentaux, qui sont très importants, pas seulement pour les juristes, pour les spécialistes de ces domaines, mais aussi pour les citoyens. Et en France, c'est pour finir, certains dessins rigolos. Vous voyez, ce sont vous pouvez trouver plein de dessins qui présentent l'hostilité pour l'état d'urgence. Donc, voilà, c'est pour finir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Un grand merci pour votre présentation très riche et très bien documentée. Et j'ai le plaisir d'ouvrir ainsi le débat. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires
vous êtes les bienvenus. Moi, j'aurais une question. Est-ce que, parce que vous avez parlé de la période de la transformation de la Pologne, est-ce que la période de la rentrée de la Pologne dans la structure de l'Union européenne et de l'OTAN, est-ce que ça a nécessité de l'adaptation spéciale de la loi polonaise par rapport à la loi d'état d'urgence? Non, je ne pense pas que cette question, en général, si on parle de l'état de droit, c'est très important d'avoir la législation conforme aux principes généraux. Mais c'était vraiment la volonté des Polonais, déjà au début de la transition, c'est-à-dire en 1989, de régler cette question dans la Constitution. C'est pourquoi ce n'était pas la question difficile ou la question qui était... c'était la question débattue, mais des côtés, comment régler, comment traiter ces sujets dans la Constitution, mais pas... C'était pas, il n'y avait pas de doute que c'est vraiment important. Et ce n'était pas seulement la question d'exigence de l'adhésion à l'Union ou à l'OTAN, mais c'était vraiment la nécessité intérieure de nouveaux pouvoirs, de régler cette question. Parce que je sais qu'au moment de l'entrée à l'OTAN, il se posait la question justement de la loi sur l'état de la calamité. Il y avait des discussions et il fallait une adaptation de la loi spéciale sur la calamité par rapport aux procédures qui entraient, ou qui étaient déjà mises en place. Oui, peut-être les détails, oui. Mais le principe était évident vraiment avant. D'accord, merci. Et il y avait, vous voyez, avant l'adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN, à l'OTAN, c'était beaucoup plus, c'était au début des années 90. Donc, il fallait régler ce sujet, mais la loi de 2002. Donc, c'était un peu plus... Oui, donc pour l'OTAN, oui, c'était probablement important de régler cette question dans les lois. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors moi, je me permettrais, si votre question me permettrait deux questions, pas une question plutôt ouverte et générale. Vous avez conclu sur ça, une question précise. Après, simplement, l'autre question Sauvert, c'est très intéressant parce que vous dites que sur l'état d'urgence, en fait, le problème dans le domaine juridique, c'est pas tellement l'état d'urgence, sa proclamation, ses conditions, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on en sort. À partir de quel moment on dit que c'est terminé. Et donc, finalement, toute la question, c'est comment est-ce qu'on évalue une menace. Et si on parle en termes de sciences humaines et sociales, disons, c'est comment est-ce qu'on évalue un risque. Finalement, qu'est-ce qu'un risque dans le domaine juridique. Et je me posais un peu cette question, comment est-ce que les juristes voient la chose? Parce que ça renvoie un petit peu c'est la séance qu'on avait eue avec Alexandre Viola, en fait, sur les experts. Et donc, comment est-ce que le droit, en fait, c'est l'évalue, c'est l'expertise, parce que finalement, si on parle de risque, c'est à la fois une question scientifique et une question morale, on peut dire. C'est-à-dire, finalement, c'est le risque, c'est deux aspects. Et donc, comment est-ce que les juristes voient la chose, en fait? Qui doit décider du risque? Est-ce que c'est que le pouvoir politique parce qu'effectivement, c'est prévu par la Constitution, mais finalement, si le pouvoir politique a le pouvoir de décision, il faut bien définir dans quel cadre ces décisions sont justes. Si on peut faire un jeu de mots, donc comment est-ce que la juriste voit la chose, en fait? Ça, c'est très, très difficile, cette question-là, parce que normalement, comment sortir, ce n'est que la décision des pouvoirs publics. Donc, c'est plutôt l'exécutif. Comment parfois c'est évident, donc il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas évident, c'est vraiment difficile à trouver une bonne réponse. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte.
Et en plus, parfois, ce sont les juges qui peuvent traiter ces questions. S'il y a, par exemple, de plaintes pour demander, je sais pas, c'est Indemnité. l'indemnité. Oui. L'indemnité. Donc, peut-être on peut vraiment voir dans des cas concrets. Mais ça, c'est une question très difficile. Et pour l'épistocratie, le rôle de science ou des représentants de science, c'est le rôle parce qu'on a les conseils en France, il y avait le conseil médical pour le Covid, en Pologne aussi. Donc, le gouvernement n'est pas obligé de suivre le conseil. Donc, la question peut revenir des points de vue politiques. C'est très difficile de répondre juridiquement à cette question parce que ça, c'est la décision politique. Mais ça reste du Donc, ressort du politique, en fait. on peut vraiment pousser le gouvernement qu'il prenne la décision, mais si Oui, c'est eux qui ont la décision finale. Donc, c'est la politique, donc ce sont des élections après qui peuvent vraiment montrer si le gouvernement a suivi. a eu raison. Mais en Pologne, vous voyez, nous avons eu les élections parlementaires, le gouvernement a reçu la soutenance des peuples. Donc, Oui, dans une société démocratique, finalement, où ouais. c'est le peuple qui C'est la démocratie. choisit en votant. Et je compléterai aussi, pas une question précise, parce que quand vous avez dit qu'il y a différents types d'états d'urgence, donc en particulier, il y a l'état de siège et l'état de guerre. Et donc, dans la tradition française, en fait, c'est ce qui fait référence un peu dans la suite de la Révolution française à la loi martiale. Donc, c'est-à-dire qu'on considère que c'est la loi martiale qui est appliquée. Et donc, la loi martiale, si je ne me trompe pas, elle implique aussi que les militaires ont un rôle particulier, parce que c'est les militaires, en fait, qui instaurent des tribunaux particuliers, enfin, en tout cas, dans la tradition ancienne. Donc, je voulais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la proclamation de la loi martiale, de l'état de guerre, c'est les militaires qui continuent à avoir le même rôle, c'est-à-dire qu'ils prennent le relais des juges classiques, par exemple, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu, ou où les juristes aujourd'hui ont prévu, c'est un autre mode de l'application de la loi martiale? Franchement, je peux dire, je ne sais pas quel est le rôle de la loi martiale, c'est-à-dire des détails, donc je ne vais pas... D'accord, je me demandais, est-ce que ça a changé, est-ce que le rôle des militaires, ça a changé aujourd'hui, parce qu'on est censé être dans des sociétés plus civiles, entre guillemets, donc est-ce que... Je vais vérifier. Non. Merci, en tout cas. Merci. Il y a au sujet de cette fin de l'état d'urgence, vous avez parlé, entre autres, de la loi du 30 octobre 2017 en France. Et je me souviens des discussions dans la presse, relatées par la presse, et c'était, comme vous avez dit, vraiment montré comme la condition pour sortir de l'état d'urgence. C'est très intéressant. C'est une question, comme vous avez dit, politique, n'est-ce pas? Oui, c'est très politique parce que ça a permis de répondre aux questions et la volonté du peuple de sortir de l'état d'urgence, mais de l'autre côté, de maintenir ou d'avoir toujours les moyens, de profiter des moyens d'exception. Donc, c'est aussi, on peut dire, le jeu politique pour d'un côté sortir, de l'autre côté, toujours profiter de ces compétences exceptionnelles. Pas toutes les compétences, mais quand même assez important. Nous avons encore une question sur le chat du Zoom. Oui. Est-ce que vous auriez recommandé aux institutions responsables à l'application de l'état d'urgence et l'état de
calamité au début de la pandémie de COVID-19. Est-ce que vous croyez que certaines décisions prises par les institutions législatives concernant la santé des habitants de la France, de la Pologne, étaient infondées? Est-ce que vous préconiseriez que les pays pris avantage des autres forces provenant des institutions dont les membres ont plus d'expérience dans le domaine du santé sociale, de la santé sociale? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce que je voudrais dire pour la première partie? Recommander aux institutions responsables à l'application de l'état d'urgence, l'état de calamité. Comme je vous ai dit, à mon avis, il y avait les circonstances au début du COVID-19, de la pandémie, de l'épidémie, il y avait des circonstances justifiant la proclamation, l'application de l'état de calamité en Pologne. En France, c'est un autre cas. Il y avait des lois sur l'épidémie, sur le code de la santé publique. Donc, vous voyez, au début de la pandémie, on peut aussi comprendre les pouvoirs publics parce que c'était vraiment une situation complètement inattendue, inhabituelle, très difficile. Donc, on peut comprendre aussi l'hostilité des pouvoirs publics. Mais en Pologne, je pense qu'il y avait vraiment que c'était justifié. Il y avait des circonstances qui justifiaient. Et ça peut-être... mais des conséquences étaient évidentes aussi. Des conséquences pour les élections présidentielles, mais aussi pour l'indemnité aux citoyens, etc. Donc, il y avait de différents problèmes. Que certaines décisions prises par les institutions étaient infondées. Oui, c'est sûr, certaines décisions étaient infondées, mais comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si on peut les justifier, mais on peut comprendre la situation extraordinaire. Donc, mais je ne veux pas dire en général infondé, illégal, etc. Il fallait étudier cas par cas. Par exemple, la proposition, même la réglementation pour les élections les votes par correspondance, cela était infondé. Donc, ça oui. Mais les autres, on pouvait vraiment trouver des décisions infondées, mais il fallait vraiment les étudier avec les détails. Et je pense qu'il y a des pays, mais je ne sais pas si je bien comprends la dernière question. Il y a certainement des pays qui ont l'expérience dans le domaine de santé sociale qui sont mieux formés. Donc, mais ça, il fallait vraiment aussi étudier le cas par cas, le pays par pays pour répondre à cette question. Donc, voilà. Peut-être il y a le commentaire de cette personne qui a posé la question. Est-ce que mon voix est entendue? Oui. Ce que je voudrais vous demander, c'était est-ce que vous pensez qu'il fallait engager des médecins aussi pendant l'introduction de l'état de calamité au début de la pandémie de COVID-19, soit ce n'était pas obligatoire dans ce cas-là?
Oui, en général, je trouve que c'est très important d'avoir l'opinion des médecins, des spécialistes, comme c'était vraiment la situation qui était très, très difficile. Donc, c'était important. Mais comme on a déjà dit, ce sont des questions politiques à côté des questions des spécialistes, des conseils scientifiques. Euh, Moi, je trouve que c'est important, mais des médecins, ce sont des spécialistes, et le gouvernement, ce sont des politiques, des personnes qui prennent les décisions, donc ils doivent traiter trouver une solution parmi les différents problèmes. Donc, je trouve que le rôle des médecins est très important, mais ce n'est pas le rôle exclusif. C'est-à-dire, il faut, moi, je suis pour le rapport réciproque entre les pouvoirs et les spécialistes. Et je sais, en France, par exemple, on parle de rôles même trop importants, de conseils de médecins. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir l'opinion des spécialistes. Mais elle n'est pas, cette opinion n'est pas, elle ne doit pas être la plus importante, ce que je veux dire. Mais je pense que le rôle des médecins est important dès le début. Et surtout, à mon avis, Merci c'est beaucoup pour votre... aussi complexe, puisque comment est-ce qu'on choisit les spécialistes aussi? Parce que finalement, les spécialistes sont nombreux, et ça aussi, c'est la question, Oui. c'est quel médecin on Oui, bien prend sûr. et qui, C'est toujours la question des spécialistes, des voilà, conseils. c'est ça. Des experts. Et des experts. Oui, mais ce sont des experts qui sont... on a besoin d'avoir les experts. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais en France, enfin, je fais ce commentaire parce qu'en France, on a souvent dit que justement, ceux qui étaient choisis pour le conseil des médecins pendant le Covid, finalement, ils n'étaient pas légitimes, mais justement, c'est ce qui a souvent provoqué des débats. Oui. Finalement, qui est le bon représentant des Ça, médecins? oui, voilà, ça, la légitimité, c'est une question, c'est un problème très important parce que si si on parle de la démocratie et des institutions publiques qui sont les membres du Parlement, des gouvernements qui proviennent du peuple. Donc, et les médecins, les conseils, donc ce sont des gens qui sont choisis par leur père, voilà. Et donc, ils ne doivent pas avoir le rôle le plus important, mais de l'autre côté, il est très important d'avoir l'accord entre les deux. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est la sagesse De l'équilibre de l'autorité, en fait. de l'autorité, oui, qui est le plus important. Donc. Parce que ça se pose aussi, justement, dans ce cadre-là, une question de responsabilité. On ne peut pas exiger d'un médecin de prendre la décision si c'est le politique qui est responsable. Oui, voilà. Un pouvoir implique aussi une responsabilité, et là, Ouais. c'est entre les mains des politiques. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires peut-être? Moi, je me demande peut-être si vous pouvez. Alors, je sais bien que l'état d'urgence, c'est par définition, comment dire, c'est le pouvoir exécutif qui prend le dessus sur le pouvoir législatif. Mais j'aimerais bien savoir si vous pouvez un peu décrire comment dans les deux pays, et les différences aussi, le pouvoir législatif intervient et quel est son rôle pendant l'état d'urgence. Normalement, si on parle de l'état d'urgence en général, c'est-à-dire de plusieurs types de l'état d'urgence, donc le rôle est différent. Mais normalement, ou en général,
on peut dire que le Parlement soit doit adopter des décisions du gouvernement, ou c'est bien évident, le rôle du gouvernement est le plus important. Mais le Parlement joue un rôle aussi pour adopter des lois ou pour, par exemple, donner l'accord pour prolonger l'état d'urgence. Donc, le rôle du Parlement, le Parlement joue un rôle, mais bien évidemment, c'est le rôle des pouvoirs exécutifs qui est le plus important. Et ça, c'est une question aussi pour la prolongation de l'état d'urgence. Et pourquoi c'est pas, ça peut être dangereux? Parce que pendant l'état d'urgence, en France, pas en Pologne, mais en France, c'est le gouvernement qui prend les décisions, et ce sont aussi des décisions législatives au niveau des lois, c'est-à-dire les ordonnances. Donc, ça, c'est dangereux. Prolonger, ça donne au gouvernement le pouvoir pour profiter des compétences qui ne sont pas si évidentes dans le cas de normalité. Mais le Parlement, il fallait vraiment voir l'État par l'État pour dire quel est le rôle des parlements. Pendant l'article 16, ça c'est le rôle du président, donc le Parlement n'est pas si important. Ce n'est que l'opinion du président des assemblées. Pour l'état d'urgence, pour prolonger, ça doit être, si je ne me trompe pas, mais il fallait le vérifier, l'accord des parlements. Mais Pas plus de 2 semaines, quelque chose comme ça. ça, c'est pour l'état de siège, c'est pas pour l'état d'urgence, c'est pour l'état de siège, c'est 2 semaines. Et pour prolonger, ça doit être accepté par le Parlement. Bien sûr. Merci. Pour moi, c'est très intéressant de voir cette idée d'état d'urgence qui est conçue par la loi pour renforcer notre sentiment d'être protégé, n'est-ce pas? Mais qui est conçue socialement dans les discours publics, surtout en Pologne, comme en danger, pour des raisons que vous avez expliquées. Ouais. C'est- Oui, il y a beaucoup de détails. En Pologne, par exemple, pendant l'état de l'épidémie, il y avait des cas juridiques devant le juge, de plaintes des citoyens, des entreprises, parce que des mesures prises par le gouvernement au niveau de la loi, comme on dit chez nous, le spetsustave, c'est-à-dire les lois spéciales de Covid, qui ont vraiment limité, par exemple, l'activité, professionnelle, par exemple. Donc, c'est pas vraiment... si on a l'état de calamité, on a des règles d'indemnité, etc. Bien sûr, des lois de Covid ont réglé aussi des questions de l'indemnité. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça doit être vraiment bien réglé. Et la proclamation doit être justifiée. Et parfois, c'est trop, l'état de siège, et parfois, se peut de ne pas proclamer l'état de siège. Donc, vraiment, ça dépend du gouvernement, des pouvoirs publics, comment traiter des questions de l'état inhabituel, des circonstances pour proclamer ou pas proclamer l'état de siège. C'est un point intéressant que vous avez évoqué par rapport aux entreprises. Et je me demandais, une question pratique aussi, comment ça se passait, puisque il y a des entreprises qui étaient liées, en particulier des grandes firmes internationales, qui étaient liées par des accords du droit commercial international. Par exemple, s'ils devaient faire un contrat dans un pays étranger. Donc, comme les états d'urgence étaient appliqués de manière différente dans les pays, donc je suppose qu'il y a des entreprises qui n'ont pas pu respecter leurs engagements parce que dans leur pays, il y avait des contraintes et pas à l'étranger. Donc,
et comment ce type de conflit se réglait? Parce qu'il y avait un droit international commercial, en quelque sorte. Il y avait ensuite le droit lié à l'état d'urgence local. Donc, qui était compétent pour décider ce type de conflit? Est-ce que les entreprises devaient payer des indemnités parce qu'ils n'ont pas respecté leur contrat, ou est-ce qu'on considère que le droit national prime dans ce cadre-là? Je n'ai pas étudié ce sujet. J'imagine que ce sont vraiment des contrats, des accords entre les entreprises ou des questions, comme vous avez dit, les droits internationaux ou les droits des affaires des Oui, c'est ça, parce pays. qu'il y a un tribunal spécial, je crois, c'est Oui. ça, pour le droit des affaires, qui Oui. règle ce type de litige. En tout cas, je pense que le Covid, c'est très intéressant pour les juristes, parce que ça a créé des Ah oui, cas d'école pour c'est plein vraiment plein de de problèmes. questions très importantes par rapport aux règles des droits. On peut commencer par la théorie des droits, descendre, voir, étudier le détail des cas Jusques concrets. amendes de police. Oui, c'est ça. Bon, merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je pense qu'on va... Moi, est-ce Oui, que je peux avoir bien une sûr. question en plus? Parce que je voudrais, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y avait un pionnier qui provoquait cette cascade de problèmes avec d'états d'urgence et de calamités dans les comportements, comportements liés à la prolongation de l'état d'urgence avait un effet que De Gaulle a décidé de prolonger l'état d'urgence? Est-ce qu'il y avait le pionnier, vous avez dit, au début? Oui, est-ce qu'il y avait une personne dont les comportements se servait comme un exemple pour De Gaulle de prolonger l'état d'urgence? Pour l'exemple, pour Qui De a Gaulle, inspiré qui a De inspiré Gaulle. De Gaulle? Un dirigeant Oui, politique, disons, qui aurait Je crois que c'était vraiment l'idée de De Gaulle. s'inspiré lui-même. Oui, Il s'inspirait lui-même, oui. c'est celui qui a inspiré les Oui, autres. c'est lui qui était vraiment, il a inspiré la constitution de la Ve République, donc l'idée des fonctions présidentielles. Et cet article 16, c'était l'idée de Gaulle. Mais il faut aussi se rendre compte de la situation en France. Et bien sûr, prolonger, c'est pas la même chose que profiter, que commencer de profiter de cet article 16. Mais c'est lui qui a inspiré, qui était le vrai auteur de la Constitution, donc de cette idée des compétences extraordinaires. Et je ne sais pas, je n'ai pas entendu de quelqu'un qui a inspiré De Gaulle. Oui. Peut-être vous, ou peut-être vous le savez, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu. Parce Et est-ce que que cette Oui, situation me ressemble de temps de Romaine quand il y avait le chef d'État qui prolongeait l'état de guerre pour se profiter de la situation dans le pays. Oui. Et sous la Troisième République, il n'y avait pas un équivalent déjà d'état d'urgence, il n'y avait pas en cas de guerre, par exemple, sous la Troisième République, comment est-ce qu'elle définissait ça? Même dès le début de la Constitution, du constitutionnalisme en Oui, France. oui. Bah, la loi Donc, Marcel, oui, effectivement, oui, elle l'est sous la Révolution française. donc, ce sont des détails Et après, qui sont après. Mais c'est vrai, la loi de 55, c'était la première loi sur l'état de siège, on peut dire. Ce type de l'état d'urgence. Mais avant, c'était plutôt, pardon, sur, oui, l'état d'urgence. L'état oui, d'urgence, c'est ça, c'était qui est avant. défini, qui n'est pas lié Oui. que à la guerre, mais plutôt. Oui. J'avais juste un commentaire, mais pas une question. Enfin, Oui, pas une question assez allez-y. ouverte et assez large.
On peut se dire si le débat tourne autour de la question si l'état de droit est un état désarmé finalement. Par exemple, concernant la question du terrorisme, une démocratie, est-ce qu'elle ne devrait pas réintégrer cette criminalité dans le champ du droit ordinaire? Parce que de ce que je sais, l'arsenal antiterroriste qui s'est censé se renforcer depuis déjà une trentaine d'années, je crois, peut-être qu'il suffirait amplement à relever ce défi du terrorisme. Et du coup, tout le débat tourne autour de la question si nous avons déjà les moyens d'affronter le danger par une riposte soutenue sans nous écarter de nos valeurs finalement. Voilà, c'était juste un petit commentaire sur justement ce débat, si l'état de droit est un état finalement désarmé et si nous n'avons pas des moyens déjà suffisants juste pour nous battre contre les menaces telles le terrorisme ou des maladies comme le Covid. Voilà. Oui, ce sont toujours des questions qui reviennent, surtout reviennent dans le cas des actes, des attentats. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est comme pour les pouvoirs, très difficile de trouver un équilibre entre les pouvoirs et les libertés. Vous avez posé une question ou vous avez commenté. Vraiment, je suis tout à fait d'accord de trouver un équilibre entre l'état de droit et les moyens qui permettent de nous soutenir contre le terrorisme. Ce sont vraiment des questions très difficiles. Je pense qu'il est très difficile de trouver une bonne réponse. Et la réponse dépend des pouvoirs d'État. Chaque fois quand on a les cas des attentats ou de l'épidémie, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des questions. Il faut bien choisir les représentants pour qu'ils nous... Mais ça, c'est vraiment difficile. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci pour votre présentation et tous les commentaires, toutes les réponses. Merci pour la participation du public. Et je vous invite tous à notre prochaine rencontre qui sera un peu spéciale parce que entre le 20 et le 24 mars, notre centre et nos partenaires organisent la semaine française des sciences sociales. Ce sera une série de conférences, de débats et de rencontres scientifiques en français et en polonais avec la traduction simultanée. Et chaque journée sera consacrée à une discipline, l'histoire, la sociologie, la linguistique, la philosophie et l'économie. Et le programme complet est disponible sur notre site. Un mot pour nos étudiants, notamment le mercredi 22 mars, à partir de 13h30, j'aurai le plaisir de présider le débat consacré à l'avenir de la traduction, ici dans ce bâtiment, dans une grande salle, mais je vous enverrai tous les détails par mail. Et bien sûr, vu les horaires, votre présence n'est pas obligatoire, mais vous êtes les bienvenus. Donc, merci pour ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les commentaires, les questions. Merci. Merci pour votre intervention qui était très inspirante.